Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'aider à revoir ton cours sur le mouvement dans un champ gravitationnel. On va commencer par les lois de Kepler, puisqu'historiquement, ce sont elles qui ont été déterminées d'abord à partir de résultats de mesures faites par Tycho Brahe. Kepler a établi ces trois lois. Alors tu dois les connaître par cœur, elles décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil sans en expliquer la cause. Ces trois lois, la première nous dit que la trajectoire des planètes autour du Soleil est une ellipse, dont le Soleil est un des foyers. La deuxième nous dit que le rayon Soleil-planète balaie des aires égales pour une même durée. On peut faire ceci sur un petit schéma pour illustrer. Donc, sur ce petit schéma, on voit que le foyer est le Soleil, tu as l'ellipse, et l'aire S1 parcourue par la planète est égale à l'aire S2 pour une même durée. Remarque que le demi-grand axe, c'est la moitié de la grande longueur de l'ellipse. La troisième loi nous dit que la période de révolution au carré divisée par le demi-grand axe au cube est une constante pour toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Remarque que ces trois lois vont aussi se généraliser pour tout objet ou planète, c'est-à-dire un satellite ou une planète, qui tourne autour d'un astre attracteur. Ça peut être le Soleil ou autre chose. Alors j'ai dit tout à l'heure que ces lois de Kepler décrivaient le mouvement des planètes sans en expliquer leur cause. C'est Newton, quelques dizaines d'années après, qui en se basant sur les lois de Kepler a eu l'idée de la force gravitationnelle. Donc voyons un petit peu maintenant comment est-ce qu'on peut retrouver ces lois à partir de tout ce qu'a fait Newton. Donc la deuxième loi est la force d'interaction gravitationnelle. Commençons par le champ gravitationnel. Ce champ est un champ non uniforme. Cela veut dire qu'il varie en direction, en sens et ou en norme. Si on fait un petit schéma, un point qui s'éloigne de la Terre dans une même direction voit sa norme du champ de gravitation ici diminuer, et si on change un point dans l'espace, on a aussi la direction et le sens du champ de gravitation qui est modifié. Donc ce champ de gravitation n'est pas uniforme, et donc aussi Newton a exprimé la force gravitationnelle en fonction donc d'une constante, G, de la masse de l'objet, de la masse de l'astre attracteur et de la distance entre les deux centres de l'astre attracteur et de l'objet. Tu dois connaître cette relation par cœur que tu as vue en seconde. Ce que l'on va te demander le jour du bac, c'est de retrouver les lois de Kepler en utilisant la force gravitationnelle et la deuxième loi de Newton. Alors, on va les retrouver dans une approximation. Cette approximation, c'est ce qu'on appelle l'approximation des orbites circulaires. Alors, c'est un peu contradictoire puisqu'on a dit que c'était des ellipses. Alors, oui, ce sont des ellipses de très faible excentricité, c'est-à-dire que c'est des ellipses qui ressemblent fortement à un cercle, elles sont très peu étendues, mais on va se placer donc dans cette approximation parce que ça sera plus simple pour nous en terminale, et donc cette approximation consiste à considérer qu'il y a un seul astre qui attire, c'est-à-dire pour la planète Terre, on considère qu'elle est que dans le champ de gravitation du Soleil et non pas dans le champ de gravitation de Mars ou des autres planètes autour. Donc, une fois que tu te places dans cette approximation, tu vas donc travailler avec un référentiel centré sur l'axe. Ce référentiel va être galiléen pour appliquer la seconde loi de Newton, et tu vas être obligé d'utiliser un autre repère que le repère cartésien que l'on a utilisé dans le mouvement pour un champ uniforme comme le champ de pesanteur ou le champ électrique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser un autre repère? Tu peux aller voir ma vidéo là sur les repères de Freinet. Très simplement, cette force de gravitation, tu vois bien donc par rapport à l'expression du champ gravitationnel précédente, cette force de gravitation va varier en direction et en sens, contrairement au poids. Et donc dans le repère cartésien, on aurait des coordonnées qui ne sont pas constantes en fonction du temps. Donc des coordonnées de l'accélération qui ne seraient pas constantes en fonction du temps, donc on ne pourrait pas faire les primitives comme on a fait dans le chapitre précédent, ce serait trop compliqué. Donc on va utiliser un repère dans lequel la composante de la force de gravitation va être constante. Ce repère, c'est le repère de Freinet. Tu dois connaître par cœur, donc, dans ce repère, l'expression de l'accélération. Va voir ma vidéo si tu ne maîtrises pas très bien le repère de Freinet. Et tu vas ensuite utiliser la deuxième loi de Newton. Donc cette deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma, vectorielle, et tu tombes sur une expression de l'accélération qui est suivant le vecteur un. On dit une accélération centripète. Tu vas en déduire deux choses. D'après l'expression de l'accélération générale dans le repère de Freinet, tu vois que l'accélération étant suivant un, sa composante suivant ut est nulle. Donc dv sur dt égale à 0.
Donc ce qui entraîne forcément que la vitesse est constante et que le mouvement donc est circulaire et uniforme. Tu vas donc retrouver la première et la deuxième loi. Le cercle étant un cas particulier de l'ellipse, et si le mouvement est circulaire uniforme, et bien sûr, les aires sont égales pour une même durée balayées par le rayon Soleil-planète. Ensuite, tu vois que l'accélération est suivant un, donc v au carré sur r égale gm sur r au carré. Tu vas retrouver donc la période de révolution pour un cercle, c'est le périmètre divisé par la vitesse, distance divisée par la vitesse, donc 2πr sur v. Tu vas retrouver donc l'expression t au carré sur r au cube, qui est égale à une constante. On retombe donc sur la troisième loi. Voilà, tu dois vraiment savoir faire ceci à la fin, c'est très demandé le jour du bac. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, et je te dis à bientôt.